Christine, est-ce que je te laisse faire l'introduction du contrat agroalimentaire? Écoute, si tu veux, ça va être rapide pour l'introduction. Nos deux associations, AREA et LCA, qui travaillent avec les entreprises agroalimentaires, sont engagées avec la région sur un contrat agroalimentaire depuis 2 ans. Et dans ce cadre, nous menons un certain nombre d'actions, dont celle sur développer des réflexions stratégiques à l'entreprise pour anticiper et préparer demain. Sur 2022 étaient prévus 4 webinaires, c'est le 4e. Et donc la parole est à Alix, qui va vous le présenter. Donc, dans le cadre de cette action stratégique qui fait partie du contrat agroalimentaire, donc ces webinaires que nous proposons, c'est 3 par an. L'idée, c'est voilà, sur 1h30 de vous proposer un éclairage, quelques débuts d'outils, hein, ce n'est pas des formations, mais ça vous permet un petit peu de rentrer dans différents sujets de la stratégie à chaque fois. Donc, c'est un expert qui intervient, aujourd'hui c'est moi. Mais donc j'aurai le soutien quand même sur la stratégie de Christine Huppert et puis de Anne Gérard qui nous rejoint pour la partie RSE, redonner du sens. Donc j'en profite quand même pour remercier nos financeurs qui rendent ces actions possibles, notamment la région. Je sais qu'Emmanuelle Abouchard est présente aujourd'hui, donc on la remercie, on la salue. Bonjour. Donc, bonjour Emmanuel. Donc voilà, moi je suis Alix Pavich, je suis responsable RSE, stratégie et innovation à la coopération agricole Occitanie. Alors, pour qui et pourquoi ce sujet d'aujourd'hui, redonner du sens et le partager dans un webinaire stratégique? Alors, pour la petite histoire, moi avant je faisais du conseil en stratégie et innovation à Paris. Et puis en travaillant sur un projet, notamment avec L'Oréal, en cosmétique, on travaillait sur une façon de donner un effet de froid, etc. sur un produit, je me suis demandé, bon, moi qui étais passionnée par la nature, la biologie et qui voulais améliorer le monde, voilà, quel était le sens de mon boulot? Qu'est-ce que je faisais là? Et puis ça m'a amenée à me poser d'autres questions et aller vers la RSE. Et alors, je sais pas, vous avez sans doute, vous, eu un questionnement semblable à un moment de votre vie ou alors de vos collaborateurs ou lors de vos recrutements. Alors, je sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà eu cette question-là, du sens dans son travail? Interagissez, hein, n'hésitez pas, hein, c'est pas que du descendant, hein. Personne se lance, je vais désigner d'office, hein. Bon, j'avance. Donc, vous connaissez aussi certainement en stratégie différents outils que vous avez pu apprendre ou pratiquer lors de votre vie professionnelle, notamment l'outil SWOT, qui est centré sur les activités de l'entreprise, sur ses marchés. Et je ne sais pas si vous y avez trouvé un sens global à votre activité, mais c'est quand même assez réducteur comme vision. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on va vous proposer d'enrichir votre démarche stratégique et managériale pour la rendre à la fois plus inspirante et responsable, et avec quelques outils très utiles, donc en insérant un petit peu de la RSE. Alors, redonner du sens et le partager, on va le décliner en 3 champs, hein, le leadership, qui pour moi est l'ingrédient secret, la RSE combinée à la stratégie, et puis la partie managériale de la RSE. Donc, le sens, eh bien, vous avez l'entreprise, là, dans ce cercle. Autour de vous, l'écosystème de l'entreprise, donc votre chaîne de valeur, vos fournisseurs, vos clients, vos riverains, vous avez les communautés locales, etc. Et puis, plus largement, vous avez un contexte global autour, avec des attentes de la société, des enjeux majeurs, comme par exemple les enjeux climatiques, sanitaires, on en a eu pas mal récemment, géopolitiques encore plus, énergétiques, on n'en parle même pas. Et regardez, en fait, dans votre entreprise, vous avez une collection d'individus qui ont leur énergie propre, leur motivation, leurs enjeux, sauf que sans un sens donné commun, eh bien, chacun va tirer un peu son système dans son sens ou le pousser.
pareil autour de vous dans votre écosystème, et puis les individus et les organisations et les enjeux dans le contexte global vont fonctionner de la même façon. Donc, s'il n'y a pas de sens commun, eh bien, le tout n'avance pas. En fait, il y a un vrai blocage. Donc, pour que le système et pour que l'entreprise fonctionne, on a besoin d'aligner ces énergies, hein, de faire en sorte que tous ces petits électrons libres se retrouvent dans un collectif, qu'ils aient un sentiment d'appartenance ou d'envie. Et donc, pour ça, il faut donner une direction, donner un cap, un sens de mouvement. Alors, ça marche pour l'interne, bien sûr, mais aussi pour l'écosystème de l'entreprise, hein, parce que l'entreprise n'est pas une tour d'ivoire, elle interagit avec les acteurs autour d'elle, donc elle doit prendre en compte le contexte, prendre en compte les enjeux externes et globaux. Donc, ce sens commun, eh ben, en fait, ça va être quoi? Ça va être de créer de la valeur partagée. Alors, qu'est-ce que la valeur? On entend toujours parler de valeur financière, mais donc la valeur, dans ce sens, eh bien, ça va être de la valeur économique, mais aussi sociale et environnementale. Donc c'est vraiment une approche systémique, on ne regarde pas que l'entreprise, mais tout ce qu'il y a autour, et pas uniquement l'économique, encore une fois aussi le social et l'environnemental. Eh bien, ce sens qu'on va donner, ce cap, c'est ce qu'on appelle le pourquoi. Sauf que pour arriver à un tel alignement et un pourquoi, eh bien, ça va générer, on va le voir, de la transformation dans l'entreprise, une prise de conscience des enjeux. Ça va nécessiter de modifier la stratégie, le management, les pratiques. Et donc ça, c'est sans ces transformations, alors ça tombe bien, parce que vous connaissez peut-être ou peut-être pas la RSE, ce qui est la responsabilité sociétale des entreprises, hein, donc l'intégration du développement durable dans les préoccupations de l'entreprise. Mais alors, cet acronyme RSE, il fonctionne aussi très bien avec redonner du sens aux entreprises. Donc ça, c'est vraiment le point clé et ce qui va nous aider en fait à modifier notre stratégie et notre transformation. Donc la RSE, bah, quand elle est intégrée dans l'entreprise, elle devient une vraie boussole stratégique, une source d'opportunité pour une performance globale, on l'a dit, hein, sur les 3 piliers du développement durable, économique, social et environnemental. Et l'intérêt, en fait, c'est qu'on ne va pas subir, hein, cette transformation. La RSE, ça permet une vision positive de la transformation, donc agir plutôt que subir. Donc nous, on va voir là tout à l'heure comment la RSE et la stratégie vont se combiner pour utiliser le meilleur des deux. Alors promis, pas de définition, pas de normes, pas de choses compliquées. On va rester simple, hein. Encore une fois, ce n'est pas de la formation à la RSE. Alors, j'ai un souci. Donc, si on pose la problématique d'aujourd'hui, alors comment et pourquoi, du coup, permettre à chacun de trouver du sens? Eh bien, ça va être de comprendre les changements externes, d'intégrer ces enjeux, ces changements et les transformer en opportunités, s'en servir pour construire un modèle stratégique nouveau, durable, qui va nous permettre d'innover et de se différencier par rapport à la concurrence. Et ça, eh bien, ça ne peut passer que si on adopte un management et une organisation interne qui soient à la fois responsables et inspirants. Alors le premier grand point pour arriver à ça, eh bien, on va commencer par l'angle du management, plutôt que de commencer par la grande stratégie, parce que finalement, c'est le premier levier de la transformation positive. Pour moi, l'ingrédient secret, c'est le leadership. C'est vraiment le point de départ de tout, parce que sans engagement, sans leadership des dirigeants et des managers, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de mouvement et on n'arrivera à rien. Si je reprends un peu l'exemple de Jacques Chirac, hein, au sommet de la Terre à Johannesburg, quand il a dit: «Notre maison brûle et nous regardons ailleurs», et bien là, ça a permis de déclencher toute une série d'actes internationaux pour aller vers plus de durabilité. Donc c'est vraiment important d'avoir ce leadership. Puis alors je me suis posé la question, voilà, bah, en fait, c'est quoi les facteurs clés de succès des grands leaders? Qu'est-ce qui va permettre de mobiliser les foules? En creusant le sujet, j'ai trouvé 2 points essentiels. Le premier, c'est inspirer en donnant le pourquoi, utiliser les émotions. Et le deuxième qui en découle, c'est de libérer les talents.
Donc, le premier point, le pourquoi. Donc, c'est vraiment le premier point commun des grands leaders. Alors, il y a une formidable conférence que vous pouvez retrouver de Simon Sinek sur le cercle d'or, où il développe vraiment l'idée la plus simple du monde pour exprimer, inspirer. En fait, toutes les entreprises savent ce qu'elles font, globalement, le quoi, leur proposition de valeur, leurs produits, les atouts de leurs produits. Alors, chez vous, vous allez dire, voilà, moi je fais du vin, je fais des compotes, je fais du foie gras, c'est le meilleur du monde pour telle et telle raison. Ça, c'est le quoi. Après, il y a une partie des entreprises qui connaissent leur comment, c'est-à-dire l'architecture de valeur, le modèle d'affaires, donc comment je fais, quelles sont mes compétences, mes technologies, les ressources que j'utilise, les coûts que ça engendre, les équipements, etc. Mais très peu, en fait, ont formalisé leur pourquoi. Alors, quand on pose la question aux entreprises, souvent on entend ah bon, pourquoi c'est le profit, pour les coopératives, c'est la rémunération des coopérateurs, etc. Donc ça, c'est pas le pourquoi, vraiment, c'est le résultat. Donc en fait, je résume, le quoi, c'est la proposition de valeur, le comment, le modèle d'affaires, et le pourquoi, c'est la raison d'être de l'entreprise. Alors, voilà, si je vous pose la question, voilà, c'est quoi votre vrai but, votre finalité, votre cap, votre pourquoi vous existez, quelle est votre raison d'être, pourquoi vous vous levez le matin? Voilà, moi j'aimerais bien avoir vos réactions là-dessus, un ou deux exemples d'entreprises. Ou ceux qui ont travaillé leur raison d'être, par exemple. Alors si on a, j'ai vu qu'on avait Jean-Marc Bouvier, alors j'en profite. Oui, vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Oui, on vous entend. Oui, on a effectivement travaillé avec Alix notre raison d'être. Alors, je ne l'ai plus particulièrement en tête, mais bon, nous, on est donc dans la production de vin. Nous sommes une cave coopérative. Et l'idée, effectivement, c'est de créer des moments de convivialité, de plaisir, etc., à destination, grosso modo, de tous les consommateurs, quelque chose comme ça, quoi. Hein. Voilà, donc vous avez élargi votre finalité Ouais. au-delà du produit. C'est à quoi ça Au-delà sert, du produit. pourquoi je C'est le des fais. instants, effectivement, et je me rappelle qu'il y a le moment de convivialité, ouais. On parle dans notre raison d'être, de notre lien au terroir, mais effectivement, in fine, notre raison d'être, c'est de procurer finalement du plaisir et de la convivialité à une large gamme de consommateurs. On est plutôt dans des vins milieu de gamme, donc on est plutôt sur une cible de consommateurs assez large. Et c'est vrai que du coup, on a beaucoup plus envie d'adhérer, quoi. On est plus inspiré. Et puis, quand on est aussi salarié de la coopérative ou coopérateur, quand on sait qu'on contribue à donner du plaisir et la convivialité, c'est plus que juste fabriquer du vin, voilà, qui va être vendu comme un simple produit. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises, voilà, qui ont réfléchi un petit peu à leur finalité? Alors, je ne connais pas toutes les entreprises agroalimentaires qui ne sont pas de la coopération, donc si Anne et Christine veulent en désigner un d'office, pas hésiter. Camille, de Nutrition et Santé, je suis sûre qu'elle a quelque chose à raconter. Si on fait on désigne d'office maintenant. Camille? Ah. Reste muette. Bon. Sinon, moi, j'avais repris aussi, on avait, tu sais, on a eu la semaine dernière un atelier, là, et on a eu le retour aussi de Bruno Le Breton, qui nous avait fait aussi une belle présentation de sa raison d'être. Bon, c'est toujours dans le vin, mais qui nous avait expliqué qu'il Créer travaille le sur les grand cru de paysages. tous les jours. C'est ça, nous créons le grand cru de tous les jours et nous façonnons nos paysages autant avec ceux qui côtoient nos vignes que ceux qui partagent nos vins. Donc là, on sent que les entreprises ont commencé à réfléchir sur leur pourquoi. Alors, le problème, et merci Anne au passage, c'est que souvent, en fait, la communication des entreprises commence par le quoi. Alors que ce soit en interne ou en externe, ils parlent d'abord de ce qu'ils font, voire du comment ils le font. Alors, ils vont vanter tous les avantages, tous les mérites de leurs produits, de leur entreprise, etc. Mais en fait, quand on regarde vraiment les grands leaders, ceux qui réussissent à changer un peu le monde, eh bien, des entreprises inspirantes, elles vont fonctionner à l'envers. Elles vont fonctionner inside out, donc du pourquoi vers le quoi. Alors, je vais prendre un exemple. L'exemple d'Apple. Tout le monde connaît, ok, et leur phrase fétiche, c'est Think different. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant à regarder parce qu'ils ne communiquent que là-dessus.
Si vous regardez leur campagne de publicité, là, vous voyez Picasso, etc., eh bien, en fait, c'est extrêmement simple. Ils ne parlent pas du tout de leurs produits, de leurs technologies ou de leurs avantages. Eux, leur idée, c'est de penser différemment, de changer le statu quo, et leur phrase qui va avec, c'est voilà, seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Donc en fait, eux, ils vont viser tous les amateurs de disruption, le clan des rebelles. Ils ont une puissance d'évocation qui est aussi simple et qui, du coup, évoque la simplicité de leurs produits. Donc, ils ne parlent, encore une fois, pas de la qualité du produit, hein, les super ordi faciles à utiliser, etc. Ils ne parlent pas du comment, ils ne parlent pas de leur super designer, mais le pourquoi. Parce qu'en fait, pour eux, et ça a été démontré dans la réussite, finalement, que les gens n'achètent pas le quoi, mais le pourquoi vous le faites. Voilà. Et ça marche d'ailleurs pour toute leur gamme, hein, parce qu'ils ne vendent pas que des ordi, mais aussi des tablettes, les montres connectées, les iPads, etc. Et parallèlement à ça, Dell a essayé de lancer un MP3 hyper performant, etc. Mais ça a été un échec parce qu'ils n'ont pas su positionner, ils n'ont communiqué que sur le produit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le pourquoi, il va fonctionner bien sûr pour les clients et les consommateurs, mais aussi pour attirer les salariés, les partenaires, les parties prenantes qui peuvent s'identifier à votre vision et la partager et vous rejoindre. Alors, vous allez me dire, bon, c'est un peu bizarre, c'est de la psychologie. Eh bien non, c'est encore pire que ça, c'est scientifique, c'est pas de la psychologie, c'est de la biologie. Ça vient de la théorie du cerveau triunique, hein, qui est le fruit des étapes de l'évolution. En fait, on a 3 niveaux dans le cerveau. Le cerveau reptilien, alors là, on va le laisser de côté parce qu'il est instinctif, hein, il est primaire, c'est vraiment les besoins de manger, dormir, fuir, etc. Et on le retrouve chez les batraciens. Le deuxième niveau, un peu plus récent, donc celui qu'on retrouve par exemple chez les hérissons et les lapins, et puis le dernier, le néocortex, là plutôt les humains, les chimpanzés, les dauphins, enfin les mammifères dits supérieurs. Alors le néocortex, en fait, c'est le cerveau logique qui est rationnel et qui contient la base du langage et de la pensée abstraite. Donc il peut traiter des informations complexes, des problèmes, trouver des solutions. Il est parfaitement capable de comprendre le quoi et le comment de votre produit, de votre service ou de votre entreprise. Donc lui, en fait, il va recouvrir les 2 premiers niveaux du cercle d'or, le quoi et le comment. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans le cerveau limbique, qu'on appelle le cerveau sociable. Donc lui, il est le siège des liens sociaux, des émotions, hein, donc la peur, la reconnaissance, il y a aussi la confiance, la loyauté, etc. Il n'a pas de capacité de langage, mais il a un point important, c'est que c'est le siège des comportements. Donc émotion, comportement, plus la mémoire à long terme. Donc en fait, les comportements qui sont acquis peuvent être enracinés à cause de l'attachement émotif. Et c'est ce cerveau limbique, ce cerveau émotionnel, qui va expliquer notre résistance au changement. Donc vous l'avez compris, émotion plus comportement, en fait, l'être humain est irrationnel. Alors pas vous, bien sûr, hein, les autres, les autres êtres humains. Nous, on est rationnel et tout. Et donc, on est guidé par nos émotions. Et ce cerveau limbique, c'est lui qui va être réceptif au pourquoi. Voilà, il ne comprend pas les détails. Alors, du coup, je ne sais pas si Anne veut dire un petit mot sur le nudge. Ah, on peut, hein. Donc, on avait fait effectivement aussi un atelier il y a déjà quelques temps sur ce sujet qui montrait que finalement, le nudge, hein, qui veut dire coup de pouce, et qui fait que finalement, plutôt que l'idée, c'est de travailler sur du suggéré. C'est-à-dire que c'est de ne pas imposer aux personnes d'aller jeter des papiers dans la poubelle, etc., mais par des petits messages un petit peu sympas, de finalement, quelque part, leur donner envie de faire les choses sans imposer. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle le nudge. Et ça, en termes de management et même pour tout un tas de sujets, que ce soit pour la RSE, mais pas que, hein, pour la sécurité au travail, pour plein de sujets, Et que ça c'est touche au vraiment des comportement, outils. en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment des outils très, très sympas et qui marchent plutôt très bien, quoi. Alors, on C'est va donner un la petit petite mouche, exemple. Hein. la petite mouche dans les toilettes de l'aéroport d'Amsterdam, par exemple. Voilà. Effectivement, ils avaient montré, voilà, en mettant une mouche dans les urinoirs, qu'il y avait eu des diminutions du nettoyage, du ménage, mais impressionnantes, quoi. Je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais Ouais. qu'effectivement, voilà, c'était avec un petit autocollant de rien du tout, mais Voilà. finalement des résultats tout à fait significatifs. Ça prouve que voilà, si on met des mots pour expliquer, demander quelque chose, le comportement ne change pas, mais si on met un jeu, une émotion, quelque chose, eh bien le comportement peut être modifié. Donc l'être humain, on l'a vu, donc est irrationnel, merci Anne, et guidé par les émotions.
Donc, si on communique sur le quoi, eh ben, les gens vont comprendre les détails, les chiffres, les graphiques, les tableaux, les mots, etc. Mais ça ne va pas générer de comportement d'adhésion, d'achat ou d'engagement. En revanche, si on communique sur le pourquoi, ben, on va toucher la zone du cerveau qui contrôle le comportement. Donc là, ben, les clients achètent, les salariés vont être plus engagés, plus impliqués, parce qu'ils vont croire en votre finalité. Idem pour le recrutement, en fait. Hein. Quand vous avez un pourquoi, un sens, eh bien, les candidats, ben, vous allez les attirer s'ils croient en la même chose que vous, s'ils ont les mêmes valeurs. Notamment, vous avez l'exemple là des différentes générations. Et on voit que de plus en plus, notamment la génération Z, eh bien, ils vont attendre des engagements, des contenus utiles à la société de la part des entreprises et des marques. Donc ça, c'est prouvé, on voit vraiment cette évolution qui prend de plus en plus le pas. Alors, bien entendu, le pourquoi, c'est important, simplement, il doit être légitime, hein, il doit se concrétiser par des actes. Apple, Think Different, ça se matérialise dans leurs produits, donc il ne faut pas être complètement déconnecté de ça. Alors, le deuxième grand point des leaders inspirants, c'est libérer les talents. Alors, c'est très lié au pourquoi aussi, parce qu'en fait, et ça peut se vérifier dans votre vie de tous les jours, hein, si on sait pourquoi on fait quelque chose, hein, si on connaît son but, son objectif, on ne va pas s'arrêter à la première difficulté ou dès qu'un obstacle apparaît, ou dès que quelqu'un essaie de nous décourager. En fait, on va persévérer. Et en plus, quand le but, le pourquoi, il est clair et partagé, eh bien, le dirigeant, le manager, peut adopter un management qui sera plus appuyé sur l'autonomie. En fait, du coup, le comment importe peu. On ne va pas dire à quelqu'un, voilà, tu fais ça et tu le fais comme ci, comme ça, ce qui serait du micromanagement. Non. En fait, il suffit de lui donner le pourquoi, le sens, et puis ce qu'on appelle les OKR, hein, les objectifs et les key results, donc les résultats clés. Voilà où on va et voilà ce qu'on veut obtenir. On laisse de l'autonomie et du coup, ça va libérer à la fois la passion, le talent des individus. On va créer un environnement par cette autonomie qui va favoriser la créativité, l'innovation, la pensée orientée solution. Voilà. Bien entendu, pour faire ça, il faut laisser aussi le droit à l'échec quand on donne de l'autonomie. Il faut juste savoir corriger quand il y a un problème. Voilà pour le leadership, sauf que du coup, on a vu que tout est basé sur le pourquoi, on voit à quoi ça sert. C'est bon, et maintenant, il va falloir le trouver, ce pourquoi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la stratégie et la RSE se rejoignent. Alors, il faut prendre le temps de le faire, hein, notamment pour la raison d'être. Ce n'est pas un exercice de communication, il faut vraiment du fond, du contenu. Je résumerai ça en disant le glaçage ne fait pas le gâteau. Hein, il faut d'abord faire le gâteau. Alors, on en arrive au deuxième grand point. Donc, l'interprétation positive de la transformation et le cadre méthodologique de la RSE vont être des outils facilitateurs pour structurer la stratégie d'entreprise. Alors, pour définir le pourquoi, pour donner du sens à son activité, pour gagner du coup en résistance et en résilience, et puis pour sécuriser son entreprise, ses collaborateurs, son écosystème et la société. Donc pour ça, les entreprises doivent élargir le champ de leur réflexion stratégique, à la fois en intégrant les nouveaux enjeux ou enjeux existants mais dont on ne percevait pas encore la gravité, en étant en résonance avec les préoccupations d'aujourd'hui et de demain. Et ça, en fait, ça va générer des opportunités d'amélioration de la performance. Après, il faut prioriser, aligner ces enjeux avec ces activités. Donc, si je devais faire une métaphore pour dire ça, c'est que la RSE, en fait, ce n'est pas une option de la stratégie. Elle en constitue vraiment le cœur. Elle va irriguer l'organisme, impulser un rythme, de la force et de la vitalité. Donc, c'est une nouvelle façon de poser l'équation de valeur de l'entreprise en intégrant les attentes des parties prenantes de l'écosystème dans l'analyse des enjeux. Donc, ça nécessite un vrai saut culturel. Donc là, j'ai une petite illustration hein, de l'ancien système, de l'ancien modèle, uniquement centré sur le profit à court terme, où en fait on produit plus, on incite à acheter de plus en plus, on réduit ses coûts, on délocalise, etc.
Et au final, eh bien, on augmente les pollutions, on a moins de biodiversité, on a le changement climatique, les inégalités augmentent. Donc, en fait, cet ancien système est voué à l'échec, globalement. Et du coup, la survie de l'entreprise est menacée aussi. Pourquoi? Parce qu'elle a accès à moins de ressources, parce qu'elle est impactée par le changement climatique, etc. Donc, il y a une solution pour ça, c'est la création de valeur partagée, à la fois pour l'entreprise et pour la société. Donc, il s'agit de concilier les interdépendances entre les diverses parties prenantes et l'entreprise, donc parties prenantes clients, capital, collaborateurs, citoyens, etc. Ceux que j'ai cités, c'est les fameux 4 C. Donc, l'idée, c'est de rechercher en fait un équilibre, un sens commun dans tout ça. Et c'est là qu'intervient la théorie des parties prenantes, hein, qui est l'apport fondamental de la RSE à la stratégie, et qui a été élaborée par R. Edward Freeman à son origine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, c'est que vous ne pouvez pas regarder chaque partie prenante indépendamment, seule, que leurs intérêts doivent aller de pair, doivent aller ensemble. Et le travail, hein, finalement, d'un chef d'entreprise ou d'un manager, ça va être de comprendre comment les intérêts des différentes parties prenantes peuvent aller dans la même direction. Vous vous rappelez les électrons libres du début, là, qu'on arrive à emmener dans la même direction? Ben, c'est ça. Le travail du dirigeant, c'est ça. Donc maintenant, un petit peu de réflexion à penser comment chacun de ces groupes est important pour qu'une entreprise réussisse. Alors, pensez à une entreprise, par exemple, qui a perdu le fil avec ses clients, voilà, dont les produits et les services, du coup, ne sont pas forcément souhaités. Eh ben, c'est une entreprise en déclin. Si on pense à une entreprise qui gère ses fournisseurs sans les aider, sans un vrai partenariat, sans les guider, ben, qu'est-ce qui se passe? Les fournisseurs, ils prennent les commandes, ils vous vendent quelque chose, mais ils ne vont pas chercher à vous rendre plus innovant, plus créatif dans l'entreprise. Au final, votre entreprise va être en déclin. Si on pense à une entreprise dont les salariés ne veulent pas être là tous les jours, ne veulent pas se lever le matin, qu'ils n'utilisent pas 100% de leur effort, de leur énergie, de leur créativité pour rendre l'entreprise meilleure, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise sera en déclin à terme, ou en tout cas moins performante que ses concurrents. Si on pense à une entreprise qui ne se comporte pas en bon citoyen dans la société, hein, par exemple, qui va violer les lois, qui ne va pas prêter attention à la qualité de vie locale ou des riverains, qui ne va pas faire attention à ses effets sur la société, sur l'environnement, elle va vite être sanctionnée et puis elle sera en déclin. Et puis enfin, si l'entreprise ne crée pas de bénéfices pour les détenteurs du capital, pour les coopératives, ce sera les adhérents coopérateurs, et c'est pareil, elle va être en déclin. Donc en fait, si on fait un focus uniquement sur le financier, on rate ce qui fait fonctionner vraiment le capitalisme, c'est-à-dire créer ensemble ce que personne ne peut créer tout seul. Voilà, donc ça nous amène vraiment à revisiter le schéma classique du tout financier et à faire entrer les enjeux collectifs comme la sécurité, la pollution, les déchets, le carbone, quoi d'autre, la corruption, la discrimination, voilà, dans la réflexion globale. Et ça, en fait, ça va permettre d'éviter les conflits ou des risques qui sont potentiellement gênants pour le développement économique, mais aussi de favoriser le choix des parties prenantes en faveur de l'entreprise. Par exemple, les clients qui vont préférer acheter vos produits parce que vous êtes respectueux de tel ou tel point, du fer local, de l'environnement. Ça peut favoriser, par exemple, le choix des financeurs, de vous accorder une subvention ou non, etc. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce stade sur les parties prenantes, Anne ou une entreprise, comme vous le souhaitez? Vous n'allez pas me laisser toute seule. Non, il faut laisser la parole aux entreprises. Moi, c'est pas. Enfin, moi, j'ai rien spécialement à rajouter par rapport à ce que tu as dit, si ce n'est qu'aller dans ton sens, puisque c'est ce qu'on prêche tous les jours auprès de nos entreprises. Et notamment à l'échelle d'un territoire. Tout à fait. Oui, Sylvain du Nicor, sur la notion des parties prenantes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien. Oui, effectivement, la réflexion de comprendre et de partager ensemble, c'est extrêmement important pour développer la démarche RSE ou même la démarche vis-à-vis des parties prenantes. Et à la fois, on a une difficulté, c'est qu'on peut avoir une vision extrêmement large des parties prenantes.
parce que ce n'est pas que les clients, c'est aussi l'aspect institutionnel, l'aspect associatif, l'aspect sociodynamique que l'on voit avec les associations d'éthique. Et toutes ces parties prenantes aboutissent à une réflexion plus globale, c'est l'enjeu, comment une coopérative ou une entreprise répond aux enjeux de la société et comment on évolue en prospective sur les 5 ou 10 prochaines années. Et c'est une vraie difficulté, un vrai enjeu de savoir où est l'entreprise par rapport à l'avenir. Et c'est un travail de fond, c'est extrêmement difficile à mettre une sociodynamique de ces parties prenantes ou parties intéressées. Nous, on est en train de faire l'étude annuellement, et c'est vrai qu'on se pose de plus en plus de questions, jusqu'où est la responsabilité de l'entreprise. C'est pas évident à définir, mais c'est enrichissant Voilà. cette réflexion-là. C'est extrêmement enrichissant, puisqu'on s'aperçoit que peut-être on augmente une prise de risque sur une thématique. Et après, il y a un positionnement du dirigeant de dire c'est une thématique sur laquelle je veux évoluer, mais on sait qu'il y a une prise de risque majeure, alors qu'il y a des évolutions extrêmement rapides et rentables sur des perspectives qu'on n'avait pas du tout imaginées. Et c'est l'écoute de ces parties prenantes qui nous permet de définir un petit peu une réorientation stratégique et peut-être des opportunités de marché. Exactement ça. Donc, en fait, vous confirmez que la RSE alimente la stratégie, en fait, via cette théorie des parties prenantes. Je n'ai pas répondu à la main levée que vous aviez fait sur le sens de l'entreprise. C'est que effectivement, on se posait la question de mettre en place des normes pour répondre à des cahiers des charges clients. Et en fait, on s'est posé la question différemment. C'est quel est le rôle de notre coopérative? À quoi sert la coopérative au-delà de nos adhérents? Et en fait, notre démarche était de mettre en place la RSE pour savoir où on doit aller, quel est l'enjeu de la coopérative, et si on doit faire de l'ISO 9001 ou une autre norme, alors on fera les normes associées. C'est la RSE qui guide la stratégie de l'évolution de la coopérative. Alors, merci pour ce témoignage, parce que c'est vraiment une illustration parfaite de ce que j'essaye de montrer de façon un peu plus technique. Mais là, c'est une illustration concrète dans l'entreprise, donc ça marche. Oui, ça marche. C'est compliqué, mais ça marche. Alors après, voilà pour le témoignage. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y en a d'autres? Alors, sinon, j'avance. Alors, donc, on a une première idée de comment trouver ce pourquoi, hein, donc, en écoutant les parties prenantes. Moi, je vais vous proposer, en fait, une démarche un peu inspirée de Gauguin, à son tableau en 1897, là, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, qui sont les questions existentielles, hein, à la fois des humains, mais finalement aussi des entreprises, puisque c'est leur réflexion stratégique, elle peut se résumer comme ça. Alors, avant le où allons-nous, il faut d'abord voir le qui et d'où venons-nous. Voilà. Alors, si on commence par le qui sommes-nous, hein, ce qui va nous permettre finalement d'exprimer ce sens, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la raison d'être. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un peu en développement personnel ou en management, c'est l'équivalent de l'ikigai personnel pour l'entreprise, hein. L'ikigai, c'est une démarche japonaise qui permet, à titre personnel, en fait, de combiner ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on est bon et ce pourquoi on peut être payé pour trouver finalement le métier idéal ou sa mission idéale. Donc, c'est un petit peu la même chose pour la raison d'être. Donc, ce n'est pas un exercice de communication, hein, ça va vraiment formaliser l'intention de l'entreprise de relever les grands enjeux de son activité. Donc, elle va provoquer, une fois qu'elle est définie, un effet de cliquet, donc on ne repart pas en arrière. Donc, la raison d'être, une fois qu'elle est définie, en fait, ça permet à l'entreprise de souligner les responsabilités auxquelles elle souscrit, présentes et futures, ce que vient d'exprimer Monsieur Dunicor. Voilà. Donc, la raison d'être va définir un cadre stratégique vraiment très global, et il ne peut pas se contenter d'être positif pour l'entreprise, il doit être aussi positif pour la société dans son ensemble, donc pour ses parties prenantes. Et quand l'entreprise parvient à inscrire les enjeux du développement durable au cœur de ce positionnement, en cohérence avec ses produits, ses valeurs, son histoire, eh bien, cet engagement est du coup une source puissante de résonance avec les préoccupations des parties prenantes, de différenciation par rapport à ses concurrents, si la raison d'être est bien spécifique à son entreprise, et puis donc de préférence des clients, des consommateurs, mais aussi des salariés, des parties prenantes internes. Donc en fait, dans le temps long,
La raison d'être, ça va être un objet d'exploration qui va permettre de sécuriser, de préserver certains principes établis quand on va lancer des projets ou prendre des décisions. En fait, ça va être une boussole, ça va servir de filtre pour prioriser ces projets, pour mettre ses choix en cohérence. Donc, en fait, c'est un cadre de décision. Alors, il y a quand même 2 points importants pour qu'une raison d'être fonctionne bien. C'est que d'abord, elle doit être élaborée de façon collaborative. Donc, plus on intègre de personnes dans cette réflexion, plus elle va être riche, mûre et intégrée, appropriée. Et enfin, l'idée, c'est d'avoir une formulation qui soit facilement mémorisable. Parce qu'on a vu que Jean-Marc, tout à l'heure, avait un petit peu de mal à la connaître par cœur. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a un peu trop de mots, ça devient compliqué. Mais on a retenu l'essentiel, hein, plaisir et convivialité. Alors, je vais vous donner... je ne sais pas si C'est vous juste ce que je te souhaitez... disais, moi, Oui. pour rebondir sur ce que tu dis, c'est super important de le faire de façon collégiale. Pour l'avoir vu dans des entreprises, hein, il faut vraiment que ce soit... l'idée, c'est que les salariés soient pré-ambassadeurs et puissent eux-mêmes porter cette raison d'être. Donc, il faut absolument, comme tu le dis, c'est qu'ils la comprennent, qu'ils puissent comprendre le sens des mots. Donc, leur participation était vraiment indispensable, quoi, dès la création de cette raison d'être. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on accompagne les entreprises, on essaie de le travailler collectivement. Alors, dans les coopératives, ça va être avec des salariés et des coopérateurs. Il faut vraiment avoir une vision commune. Alors, je vais vous donner un petit exemple ou deux même. Par exemple, InVivo, hein, le plus grand groupe coopératif français. Leur raison d'être, c'est fédérer les coopératives pour transformer durablement l'agriculture et assurer la qualité alimentaire en France et dans le monde. Voilà, donc on voit bien où ils vont, pourquoi, pour qui, c'est assez large. Björg Bonter aussi, hein, la marque bio, là, c'est reconnecter les gens à la nature à travers la nourriture et ce faisant, les aider à faire de meilleurs choix alimentaires pour leur propre santé et celle de notre planète. Voilà des belles raisons d'être. Alors ça, c'était le qui sommes-nous, mais il y a aussi le d'où venons-nous. C'est là qu'on se rapproche encore. Alors la raison d'être, c'est un outil, je le répète, hein, qui fait partie de la démarche stratégique classique, mais qu'on va implémenter avec la RSE en ajoutant cette vision partie prenante et enjeux globaux. Le d'où venons-nous, donc le diagnostic stratégique, ça, c'est analyser d'où on part, ses impacts positifs, négatifs et les enjeux auxquels l'entreprise est confrontée. Donc, il y a une approche classique, là aussi, que vous connaissez, hein, diagnostic externe, diagnostic interne. Donc, externe, c'est opportunité, menace, interne, force, faiblesse, qu'on synthétise généralement dans un SWOT. Je vous passe tous les détails, c'est plus compliqué que ça, mais bon, ça, c'est la démarche classique. Et bien là aussi, en fait, la RSE peut améliorer cette démarche classique parce que sinon, on va se contenter uniquement de ce qui va influencer la performance économique et les marchés. Il faut aller au-delà. Parce qu'en fait, aucune entreprise ne peut s'exonérer de l'analyse de sa durabilité, à la fois de l'examen des ressources qu'elle utilise, et puis la dimension durable, sa valeur plus ou moins contributrice, comme ce qui a été exprimé tout à l'heure par Unicorn. Donc là, il y a différents outils. Je ne vais pas tous vous les détailler, je vous les expose. Hein. Après, si vous voulez en savoir plus, rentrez dans une démarche RSE, on sera là. Le premier point, c'est cette fameuse analyse des parties prenantes. On a bien vu tout à l'heure la difficulté parce qu'il y en a énormément. Donc l'idée, c'est vraiment de les identifier, les analyser, de les prioriser, de prendre les plus importantes, de recueillir leurs attentes, de développer un dialogue avec elles. Parce que ça, en fait, ça va vous permettre d'éclairer les enjeux actuels, futurs, sectoriels, etc., souvent amplifiés par la crise. Mais ça va aussi éclairer l'évolution de leur perception de ces enjeux. Donc ça va vous aider dans le fameux diagnostic externe que vous pouvez combiner avec le PESTEL classique. Après, pour la partie interne, vous connaissez plein d'outils, mais en fait, si vous faites en plus un diagnostic RSE, donc vraiment à 360 degrés, ça va vous permettre d'intégrer aussi une analyse de vos impacts positifs et négatifs, par exemple sur le prélèvement des ressources, vos comportements sociétaux, vos pratiques avec les fournisseurs ou votre contribution au développement local. Ça va au-delà vraiment que du pur métier. Donc ça va vous permettre de comprendre en quoi l'entreprise est concernée. Voilà. Donc ça, finalement, vous avez les enjeux significatifs de votre environnement et les impacts de l'entreprise.
Donc, ces outils-là, on ne vous les présente pas en détail, ce sera l'objet d'autres webinaires peut-être. Mais en tout cas, l'outil qui est vraiment intéressant, qui est une synthèse de ça, c'est que voilà, l'entreprise peut aller au-delà du SWOT avec une analyse de matérialité des enjeux pour déterminer les enjeux prioritaires pour son entreprise. Alors, matérialité, c'est un mot barbare, je vous l'accorde, mais c'est celui qui est consacré. En fait, ça va simplement dire que on va croiser en profondeur les enjeux des parties prenantes, là, de l'externe, et ceux qui vont influencer l'activité économique de l'entreprise, donc la partie interne en termes de coûts et de revenus. Donc l'idée, c'est de conjuguer, grâce à ça, une création de valeur économique et une création de valeur plus durable au sein du modèle d'affaires, de déterminer la valeur contributive. Donc il y a 2 étapes, vous pouvez m'interrompre si besoin. Alors, première étape, c'est la partie analyse des enjeux, voir ceux en tout cas qu'il faut prendre en compte. Alors, déjà, il vous faut une liste d'enjeux. Alors là, pour vous aider, on ne va pas dire de gros mots et de normes, etc. Mais vous avez plein de référentiels nationaux et internationaux qui vous donnent des listes d'enjeux pour commencer votre démarche. En fait, vous allez les noter en fonction de l'importance du point de vue des parties prenantes. Et de l'autre côté, l'importance pour l'activité de l'entreprise. On a des petites cases. Et finalement, ça va être facile de les hiérarchiser. Parce que les enjeux qui sont importants pour vos parties prenantes, votre écosystème, la société, l'environnement, et importants pour votre entreprise, ce sont les enjeux qui sont très significatifs. Ensuite, on passe à significatif. Et puis ceux qui sont importants pour personne, finalement, vous pouvez les laisser tomber, ils sont non significatifs. Donc, vous voyez, c'est une méthode qui est extrêmement simple. Bien sûr, il y a des systèmes de cotation, etc., mais on ne vous en parle pas aujourd'hui. C'est le principe qui est important. Ce n'est pas uniquement de regarder pour l'entreprise, c'est de croiser l'importance de l'enjeu pour l'entreprise, encore une fois, avec l'importance pour les parties prenantes. Sauf que maintenant, pour la deuxième étape, il va falloir intégrer les impacts et la performance. Et alors là, j'aime bien cette expression du less bad au more good. En fait, avant, quand une entreprise faisait de la RSE, au départ, l'idée, c'était de limiter ses impacts négatifs, donc le less bad, mais ce n'est plus du tout suffisant, ce n'est pas motivant, et puis ça ne répond pas aux enjeux d'aujourd'hui. Donc, il faut savoir que depuis quelques années, la dynamique, c'est plutôt le more good, donc maximiser ses impacts positifs, et ça, c'est vraiment le vrai pourquoi, le vrai sens qui va motiver ces troupes. Pour illustrer, par exemple, on sait aujourd'hui qu'on a 10% de chance qu'on trouve une solution au changement climatique. Donc, que fait-on? On peut se sentir plus ou moins concerné en tant qu'entreprise, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais limiter un peu mes consommations d'énergie ou qu'est-ce que je peux faire de beaucoup plus, la neutralité ou quelque chose de positif pour lutter contre le changement climatique? Donc, il y a toute une gradation. Et en fait, si vous posez la question autrement, en prenant l'exemple, voilà, vous montez dans un avion, ok, vous êtes bien installé, et puis là, il y a le commandant de bord qui prend le micro et il vous dit, bon, on a 10% de chance d'arriver à destination. Il est fort probable que vous fassiez quelque chose. Soit vous êtes pilote, vous prenez les commandes, soit vous sautez, vous prenez un parachute. Enfin, en tout cas, on a 10 ans pour changer de modèle, donc il faut vraiment faire quelque chose. Donc là, on passe à l'intégration des impacts. Vous avez l'importance de l'enjeu. Donc là, c'est une moyenne de l'importance pour les parties prenantes et pour l'entreprise. Et de l'autre côté, vous mettez la performance de l'entreprise. Et là, en fait, il est évident que si l'enjeu est important pour vous et pour les parties prenantes, mais qu'au niveau de performance, vous êtes très mauvais, ça va être les enjeux prioritaires à traiter. D'accord? En revanche, si vous êtes très bon et que l'enjeu est important, c'est là, en fait, que vous allez avoir une différenciation par rapport à vos concurrents, mais concurrents vis-à-vis des clients ou vis-à-vis de l'attractivité des salariés, par exemple, des financements, etc. Donc, voilà le principe de l'analyse de matérialité. Finalement, c'est très simple et c'est vraiment un outil d'une aide formidable, je trouve, pour la stratégie. Alors, qui a réalisé son analyse de matérialité? Je sais qu'il y en a un qui l'a fait, mais les autres... Jean-Marc, alors.
Un petit mot là-dessus, voir si ça a apporté quelque chose à la réflexion stratégique. S'il est encore là. Oui, je suis encore là, mais je pense qu'on l'avait fait. C'est surtout avec Marianne notamment que ça a été fait. Je suis désolée, Alix, de ne pas pouvoir apporter ma pierre là, hein. Mais je sais qu'elle avait beaucoup apprécié cette analyse. Ouais, dans la construction RSE, par contre, c'est clair. Elle a considéré que c'était important, oui. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, on l'avait couplé justement avec un SWOT, avec un PESTEL, avec les outils classiques de la stratégie pour arriver vraiment à des axes plus larges que ceux qui étaient prévus initialement. Oui, oui, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut commenter? Sylvain a levé la main, alors je ne sais pas si elle est toujours Sylvain, levée parce depuis que moi, tout je à ne vois l'heure. personne, hein, donc Anne, je te laisse gérer Voilà. les mains levées Il y et le a- chat. il y a- alors voilà, je ne sais pas si c'est toujours levé depuis Sylvain. Le micro est éteint. Bon, non, Voilà. bah, J'avance et puis s'il veut réagir, pas de souci. Alors, dans la famille du pourquoi, on a vu la raison d'être, donc le qui, on a vu les enjeux, on a vu et les diagnostics, donc le d'où venons-nous, il reste le où allons-nous, hein. Donc ça, c'est la vision de l'entreprise responsable, c'est son engagement. Alors aujourd'hui, en fait, il y a peu de régulation mondiale publique, hein. L'OMC est effondré, il y a la montée en puissance des GAFAM, l'augmentation des inégalités, etc. Donc il y a une insuffisance de gouvernance mondiale sur les grands enjeux. Et du coup, ces questions systémiques qu'on a abordées se posent aux entreprises qui sont de plus en plus attendues par la société là-dessus. Et donc l'entreprise doit contribuer, hein. C'est une réponse privée. L'idée, c'est qu'une entreprise ne doit plus être la source du problème, mais contribuer à la solution. Donc, en fait, on pense que les entreprises deviennent des facteurs de stabilisation du système. Alors, il ne s'agit pas de transformer votre entreprise en ONG, hein, bien sûr, mais d'opérer un réglage entre la résilience et le rendement. Donc, c'est vraiment la nouvelle intelligence de la gouvernance et du dirigeant d'entreprise, trouver un équilibre pour la pérennité. Alors, la valeur partagée et les 4 C, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et donc, pour la vision, en fait, si vous vous projetez, alors toujours pareil, en collaboratif, hein, en associant des gens dans l'entreprise, si vous vous projetez dans 15-20 ans, vous pouvez imaginer l'entreprise responsable idéale, ce qui aura fait votre réussite, hein, vos conditions de succès, vis-à-vis des parties prenantes et vis-à-vis des grands enjeux. Et là, vous avez plein d'idées et du coup, vous pouvez comment dire, les consolider et formaliser des grands objectifs, hein, ce qui seront vos axes stratégiques. Voilà. Donc, vos axes stratégiques, c'est des grands objectifs. Et plus ces objectifs seront ambitieux, plus ils vont être différenciants, donc vous apporter un avantage concurrentiel, et plus les pistes d'action qui vont en découler seront innovantes. Donc, le où allons-nous, c'est vraiment les axes stratégiques. Et du coup, j'ai rajouté une petite brique à Gauguin. Moi, c'est le comment y allons-nous, du coup, hein. C'est le quoi et le comment. Donc là, en fait, vous avez vos axes stratégiques et vous allez les décliner en objectifs cibles à atteindre avec des indicateurs. J'insiste là-dessus parce que souvent, les indicateurs sont peu ou pas existants, peu ou pas suivis dans les entreprises. Et c'est dommage parce que c'est vraiment aussi une piste de pilotage stratégique et managérial au-delà de la RSE. C'est vraiment quelque chose à utiliser. Donc, quand vous avez ça, et bien après, il vous reste à imaginer les pistes d'action possibles et puis les sélectionner. Donc, pour imaginer les pistes d'action possibles, c'est pareil, vous associez un maximum de personnes. Et ensuite, vous les planifiez dans le temps, dans un plan d'action opérationnel à 3 ans, par exemple, avec des quick wins, hein, des petites victoires faciles pour que les gens restent en haleine, et puis des projets plus structurants de long terme. Alors, si on pose là la situation actuelle, le rond, et celle à atteindre, hein, l'étoile, votre quête, et bien en fait, le chemin, lui, il ne va pas être forcément en ligne droite, hein. Vous avez le cap, votre étoile, mais le plan d'action, votre stratégie, elle est continue. Par contre, votre plan d'action, lui, il peut évoluer, hein. Il peut prendre des chemins de traverse. On peut avoir l'impression parfois momentanément de s'éloigner, mais c'est pas grave, hein. Seul le cap compte. Et c'est pour ça que pourquoi ce cap est important, parce que finalement, on peut prendre plein de voies pour y arriver.
Mais quand on a ce cap, ça nous aide aussi en fait, à apprendre à refuser des opportunités, parce que parfois on a des opportunités, par exemple, de marché. Et ben, si on les prend, on sait qu'on ne va pas aller vers le cap. Donc c'est intéressant à court terme, mais pas à long terme. Donc, et en tout cas, en tout état de cause, ce qui est important de comprendre, puisqu'on parle souvent d'agilité, qu'il ne faut pas avoir de cadre trop formel, parce que sinon on ne peut pas réagir, mais pas du tout en fait. Le cadre stratégique, ça va empêcher en rien du tout l'agilité opérationnelle, au contraire. Ça vous fixe là où vous voulez aller, mais après, vous pouvez avoir de l'agilité, pardon, sur le comment. Et puis, dernier point. Donc la RSE comme nouvel outil managérial, c'est vraiment une nouvelle discipline du management, encore au-delà du leadership qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, avec trois principes qu'on va voir, le déploiement opérationnel dans tous les métiers, la mesure de la performance, et puis inspirer et avoir l'implication et l'émulation. Je vous ai mis une petite équipe de super-héros. Vous allez avoir avec ça des collaborateurs de votre stratégie. Alors, le principe, en fait, c'est de déployer cette vision, vos axes stratégiques, dans toutes les fonctions ici ou processus de l'entreprise, que ce soit les RH, les achats, la production, le marketing, la R&D, le commercial, pour que toute l'entreprise, en fait, s'approprie ce cap et ces axes, pour avoir une cohérence et une dynamique générale. Vous vous rappelez, encore une fois, les petits électrons libres, hop, on les aligne. Il faut vraiment que la RSE ou votre stratégie responsable, c'est encore mieux, vienne percoler dans toute l'entreprise et infuser à tous les niveaux. Alors là, par contre, on doit être dans le concret, avec la contribution de chaque fonction ou de chaque processus aux objectifs, donc les aider à définir des actions spécifiques, à voir comment ça s'applique dans leur quotidien. Alors, un exemple, on peut former les commerciaux, par exemple, pour intégrer les messages ou les actions durables pour valoriser le discours commercial. Donc, cet alignement, c'est vraiment le point clé de la stratégie et de la RSE, c'est un point en commun. Alors, une petite anecdote, mais c'est véridique, au Japon, alors je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y a encore une dizaine d'années, dans les grosses entreprises, chaque chef de service, en fait, avait un sceau avec des petits caractères japonais. Et quand un projet était rédigé et proposé, eh bien, il devait faire le tour de toutes les directions, de tous les services. Et en fait, il n'y avait jamais de nom. Chaque responsable ou directeur de service venait apposer son sceau en bas de la feuille. Et s'ils étaient tous parfaitement alignés, ça voulait dire oui, on lance le projet. S'il y en avait un qui était apposé de façon décalée, c'était un refus, mais de façon courtoise. Cet alignement, c'est pas nouveau, c'est vraiment important et les Japonais l'ont compris. Deuxième point, la performance. En fait, la RSE, on n'est pas du tout dans le registre de la promesse. C'est pas du greenwashing, contrairement à ce qu'on entend. On est dans le registre de la preuve. Donc, ça nécessite des indicateurs et du reporting. Encore une fois, c'est très utile pour le pilotage de l'entreprise, qu'on soit RSE ou pas. Donc, je vais mesurer si je suis efficace par rapport à mes objectifs et si je suis efficient, donc plus ou moins performant en fonction des ressources que j'utilise. Donc, finalement, l'efficience, c'est avoir un impact moindre négatif. Donc, les indicateurs, ils offrent aussi la possibilité de se comparer avec d'autres entreprises de votre secteur, c'est un benchmark, mais aussi d'entrer dans un processus d'amélioration collectif, le PDCA, Plan Do Check Act, que les qualiticiens peut-être autour de la table connaissent. Voilà, on vérifie en fait que ces actions, puisque les résultats sont mesurés, vont dans le bon sens et vont vers le cap qu'on s'est fixé, vers le pourquoi. Alors, comme vous êtes tous sympathiques et vous m'avez bien aidé jusqu'à maintenant, je vais vous raconter une petite plaisanterie sur les indicateurs, si vous voulez bien. Vous dites oui, sinon je ne la raconte pas. Oui. Alors, il y a un prêtre qui se fait écraser par un chauffard dans son village. Un chauffard alcoolique que tout le monde connaît et que tout le monde évite. Et donc, il se fait écraser et le chauffard meurt en même temps. Alors, le prêtre, lui, il va au purgatoire et le chauffard, il va au paradis.
Alors, le prêtre va faire une réclamation auprès de Dieu en personne. Il dit, je ne comprends pas, moi j'ai passé ma vie à vous servir, Seigneur, à enjoindre vos ouailles, à mes ouailles à vous prier, voilà, et je finis au purgatoire. Alors que le chauffard alcoolique du village, celui qui m'a écrasé, je vois qu'il est au paradis, je ne comprends pas. Et Dieu lui répond, nous avons changé notre système d'indicateurs. À chaque fois qu'il prenait sa voiture, tout le village priait, mon Dieu, protégez-nous. Donc attention à comment vous définissez vos indicateurs de résultats ou de moyens. Ça peut influer sur aussi les comportements que notamment vos salariés vont adopter. Alors, dernier point, inspirer et impliquer les collaborateurs. Alors sur ce thème, on a déjà largement évoqué tout à l'heure le leadership. Mais du coup, pour installer ce pourquoi, il va falloir initier une conduite du changement. Agir sur le fameux cerveau limbique qu'on a vu tout à l'heure, vous vous rappelez, le comportement, les émotions, etc., pour lever les freins culturels. Donc pour ça, il va falloir sensibiliser alors, en permanence, en utilisant le pourquoi, le positif. Rendre acteur, on l'a vu, et puis Anne a abondé dans ce sens-là, en fait, par la co-construction, par des méthodes participatives, pour que chacun contribue individuellement au quotidien, par l'autonomie, on l'a vu tout à l'heure aussi. On l'a déjà évoqué, donc impliquer un maximum de personnes, mais dès le début, dès le diagnostic, parce que du coup, ils s'approprient les enjeux et l'impact. Le rôle des managers aussi, c'est de donner les outils, d'accompagner, de former les collaborateurs, mais alors surtout, d'utiliser les émotions, parce que c'est comme ça que vous ancrerez les choses dans le changement et que vous arriverez à modifier les comportements. Donc, utiliser les émotions, ça va être du ludique, des jeux de cohésion. Et en fait, à chaque fois que vous parlerez de votre cap ou de votre démarche RSE, c'est de l'associer à des moments agréables pour ancrer le sujet en fait dans une émotion positive. Ça, c'est vraiment un point clé. Donc l'émotion, elle permet de comprendre ce que c'est que la responsabilité et en même temps de se donner le pouvoir d'agir, le comportement. Donc votre rôle, c'est vraiment d'accompagner les collaborateurs pour qu'ils se sentent responsables et qu'ils puissent exprimer pleinement leur potentiel. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce point? Notamment sur le fait d'impliquer la conduite du changement ou les méthodes participatives. Ouais, Jean-Marc Bouvier, je pense que globalement, c'est un très très bon outil de management de la RSE parce que dans une coopérative, par exemple, c'est à la fois une collaboration étroite avec les collaborateurs, mais aussi avec les élus. C'est la façon de faire émerger beaucoup d'idées, de faire adhérer plutôt que de contraindre. Donc globalement, ça s'adapte bien aux méthodes de management modernes, qui sont des méthodes participatives aujourd'hui et plus directives. Donc je pense que c'est un bel outil avec beaucoup de sens aussi globalement. Merci, beau témoignage, c'est ça. Puis c'est vrai que nous, il y avait aussi du ludique aussi, on était vraiment là-dessus. Il y a du travail, mais aussi des moments de cohésion. Puis c'est quand même aussi toujours beaucoup plus facile d'impliquer des collaborateurs sur ce type de sujet qu'une entreprise qui va être certifiée, je ne sais pas, IFS, enfin sécurité des aliments, qualité, où là, il y a une vraie implication et finalement, chacun dans l'entreprise est concerné. Je veux dire, on est tous concernés par ces sujets. Donc ça fait des beaux projets d'entreprise aussi. Et puis du coup, les salariés, les collaborateurs comprennent bien la stratégie de l'entreprise parce qu'elle est responsable et parce qu'ils sont impliqués dès le départ. Donc, encore une fois, quand on connaît la stratégie, quand on sait où on va, on a plus d'imagination, de créativité, on a plus envie aussi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des témoignages peut-être sur des freins qui ont été rencontrés dans des entreprises? Sur l'appropriation de la stratégie ou de la RSE? Non? Je comptais sur vos questions. Bon alors, après ça, puisqu'on a dit redonner du sens et le partager, bien évidemment, derrière, il faut communiquer sur sa stratégie responsable, du coup, par différents outils de communication, notamment les réseaux sociaux qui marchent bien. Pourquoi pas
aller vers un label, en fait, pour que ce soit crédible et reconnu par vos parties prenantes, et puis valoriser tout ça. Donc, bon, moi, en conclusion, je vous dirais, encore une fois, mais pour résumer tout ce qu'on a vu, que le cadre méthodologique d'une démarche d'implémentation de la RSE, en fait, c'est un outil facilitateur pour structurer la stratégie d'entreprise. Encore une fois, la RSE, c'est, pardon pour les qualiticiens, c'est pas de la qualité, c'est pas une certification, c'est un outil de stratégie, donc qui va enrichir votre démarche stratégique. Et on rappelle 2 éléments fondamentaux. La RSE, c'est la stratégie, et du less bad au more good. On pourrait rajouter aussi le pourquoi. Donc, moi, je vous souhaite en tout cas de ressentir cette émotion de la responsabilité, de vous sentir concerné et responsable pour pouvoir agir. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions, aux commentaires. Je remets vos têtes parce que je ne vous voyais plus. Voilà. Alors Christine, peut-être, si tu as un petit mot, toi qui es aussi spécialiste de la stratégie. Alors, elle est en voiture, hein. Je ne sais pas si elle peut réagir. Alors, ouais, comme je suis en voiture et en plus ça passait pas tout le temps, etc. Donc j'ai pas, ça a été un peu compliqué pour moi de suivre. Ce que j'ai envie de dire, c'est que se poser, réfléchir et encore plus dans ce moment où tout est bousculé, c'est indispensable, et que de le prendre par la raison d'être, ça donne, je pense que ça nourrit, ça va donner de l'enthousiasme à la démarche, et un peu du positif dans cette période où on a quand même du mal à en trouver. Voilà. Donc se projeter, préparer demain. Alors c'est pas faire des grands plats sur la comète, hein, mais c'est poser sa raison d'être et reposer sa démarche stratégique pour les 3 ans qui viennent dans ce contexte complexe. Ça vaut le coup de le faire. Voilà. Merci. J'ai vu que donc il y a Emmanuel. On accompagne des entreprises à l'AREA en ce moment sur le sujet, et c'est vraiment le fait de prendre en compte ce qui se passe aujourd'hui et de prendre la RSE à l'intérieur de la réflexion, ça marche. Voilà. Après, je ne peux pas prendre des exemples concrets parce que c'est personnel à chaque entreprise et elles ne sont pas au webinaire, donc je me dois de garder l'anonymat. Des réflexions, des questions de la part des entreprises? Allez-y, hein, vous avez peut-être des interrogations. Comment faire? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? N'hésitez pas, profitez-en. Hein. Je vais prendre la parole. Je suis Virginie Andrieux. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Voilà. Alors moi, je suis la Compagnie des Pyrénées. Nous sommes la petite bouteille bleue l'eau neuve. Donc, nous avons 18 mois d'existence. Et moi, je suis RH, chargée RH au sein de l'entreprise. Je suis seule sur le poste RH de l'entreprise. Je suis arrivée en septembre, et donc je suis arrivée dans une entreprise qui est responsable par nature. Voilà, donc qui travaille la RSE dès la mise en place de l'entreprise. Et pourtant, moi, lorsque j'arrive, je trouve un service RH un petit peu en difficulté. Et justement, au niveau de la RSE, avec une vraie difficulté à faire adhérer nos salariés, avec un turnover important, avec des difficultés organisationnelles. Et donc, je me posais la question de savoir si peut être RSE au niveau de son entreprise et de l'ADN même de son entreprise, et ne pas l'être auprès de ses salariés. Alors j'ai la réponse, hein, mais quand je dis ça, c'est que je m'interroge sur qu'est-ce qui fait que nous sommes pratiquement parfaitement RSE dans la construction même de l'entreprise, dans presque le côté intellectuel de l'entreprise, et qu'on ait du mal à l'implanter au niveau de nos salariés. J'ai quelques éléments de réponse, mais pas vraiment. Donc, je suis plutôt partisane d'en discuter et d'échanger. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que vos salariés, hein, c'est les premières parties prenantes de votre entreprise.
Donc, faire de la RSE sans la première partie prenante, ça pose un petit peu de souci. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment une RSE. Vous avez certaines responsabilités sociétales et environnementales, mais vous n'êtes pas allé au bout de la démarche. Et peut-être que, du coup, le sens que vous êtes donné est un peu partiel. Il y a peut-être des enjeux et des axes stratégiques à retravailler, notamment pour l'interne, sur la partie sociale interne. Et puis, sur la sensibilisation et l'appropriation de votre démarche, de votre stratégie responsable par les salariés. Donc là, il existe vraiment des outils. Nous, on a des méthodes d'animation, de sensibilisation pour les salariés, pour les faire réfléchir à leur propre contribution à ces axes stratégiques responsables. Je ne sais pas si ça vous répond. Je suis obligée d'aller vite parce qu'il y a peut-être d'autres questions. Mais... Oui, oui, complètement. Non, mais c'est bien, c'est juste pour m'éclairer un petit peu parce qu'en fait, pardon, je disais merci beaucoup. Oui, oui, c'est pour m'éclairer un peu parce que je m'interroge et du coup, j'entends plein de choses très, très en lien avec ce que l'on a mis en place, mais j'ai l'impression qu'on est très intellectuel et que dans la pratique, on a beaucoup plus de mal. Et donc, avoir déjà cette piste, la première des choses est réelle, c'est que je pense que le projet a été pensé sans les salariés puisqu'ils n'étaient pas encore là au départ. Et donc, du coup, on a du mal à les induire. On a beaucoup insisté sur la partie collaborative, les méthodes Tout à fait. participatives. Tout à fait. C'est ça. Et Après, que quand on passe à côté, on rate quelque chose, il manque des briques et on peut trébucher, en fait. Voilà. Ouais. Je pense c'est très beau, mais c'est pas vrai, en fait. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, c'est Christine Huppert. Hein. Donc, quand on est dans le cas d'O9, il y a la création d'une entreprise avec, par son créateur, une conception du projet global, du produit, etc. Mais on est à la création. Et donc, après, on passe du concept à la réalisation. Et mener une démarche RSE quand on est dans cette situation-là, il y a une phase 2. Voilà. Et la phase 2, c'est, voilà ce qu'on a dit, voilà le sens, voilà pourquoi on a créé cette entreprise. On sait, on a maintenant 1 an d'existence. Comment c'est vécu? Il faut reprendre la base de la création de l'entreprise avec où on en est 1 an après. Et là, on fait de l'intégration et on rebalaye les éléments de la RSE de sorte à être dans le temps 2. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai pour une création, mais c'est vrai aussi. Oui. Par contre, on ne va pas rebalayer juste en disant les fondamentaux, mais en faisant revisiter par les salariés, en faisant prendre conscience à chacun de comment lui, à son poste, contribue à tel et tel objectif. Alors, quand j'emploie les mots, on n'emploie peut-être pas les mêmes, Alix, s'il te plaît. Mais on est d'accord, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est revisiter ce qui a été écrit et le faire avec les équipes. Voilà, c'est faire ce point d'étape. Et il y en a plein dans la vie d'une entreprise. Il faut se reposer régulièrement les questions. Très bien, merci beaucoup. Ça marche à tous les stades de l'entreprise. Ça marche à tous les stades, exactement. Mais encore plus dans une création. Parce qu'effectivement, au début, on n'a pas les équipes. Oui, tout à fait. Puis on est aussi dans une urgence. Il est clair qu'on est aussi, nous, très secoués par ce qui se passe, parce qu'on est quelque part victime de notre succès. Oui, tout à fait. Je vous appellerai. Merci, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques d'entreprise? Il nous reste un petit peu de temps, donc c'est vraiment un moment d'échange. Hein, profitez-en. Alix, arrête ton diaporama, comme ça on aura plus, on verra plus. Ah, je croyais que je l'avais arrêté. Non, il est toujours. Voilà, merci. Allez-y, hein, lancez-vous. Bon, en attendant que vous vous décidiez, voilà, je vais interroger Emmanuel Abouchard de la région, puisque dans le contrat agroalimentaire, il y a à la fois une action stratégie, une action RSE. Donc voilà, si elle trouve que ça fait sens de lier ces 2 actions par une action comme celle d'aujourd'hui. Merci pour cette question et pour cette invitation. Nous, dans le cadre de la
compétences développement économique de la région, on a effectivement la possibilité d'accompagner les entreprises agroalimentaires. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que l'approche, plus de 10 ans maintenant, que l'approche a changé et qu'on accompagne les entreprises sur la base de la présentation d'une stratégie. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est donc aujourd'hui pour avoir une approche conséquente d'une entreprise qui sollicite une aide de la région, d'avoir cette stratégie. C'est vrai que dans la manière de présenter, et les entreprises ont beaucoup insisté ou insistent beaucoup sur la vision économique, d'accord? Sur tous les aspects, on va dire, de viabilité économique. Et au fil des années, on a vu que ce qu'on appelle les plans stratégiques d'entreprise ou les projets stratégiques d'entreprise s'étoffent. Et en tout cas, pour la prochaine programmation qui va démarrer en 2023, il est certain que nous, on attend que l'entreprise présente sa stratégie sur les 3 piliers du développement durable. Voilà. Alors, ce sera plus ou moins bien formulé, ce sera plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est certain qu'on a aujourd'hui une approche beaucoup plus, j'oserais pas dire, mais plus développement durable. Et la présidente l'a formulé, enfin, le conseil régional dans sa globalité, hein, voté le pacte vert. On vient de l'Assemblée plénière vient d'adopter la SRES, c'est-à-dire la nouvelle stratégie régionale pour l'emploi, la souveraineté et la transformation de l'économie. Donc, vous voyez bien que chaque terme est important. On est vraiment pour demain dans l'approche et l'accompagnement de la transformation des entreprises. Et effectivement, la RSE apparaît et apparaît comme un outil de transformation de l'entreprise. Voilà. En tout cas, c'est intégré. Pour aller un petit peu plus loin, je pourrais vous dire en termes d'accompagnement des entreprises, puisque le corpus le corpus des dispositifs d'accompagnement se met en place progressivement à partir de cette CP et de la commission permanente de décembre et jusqu'à juin 2023 à peu près. Donc, on va avoir tous les nouveaux dispositifs qui vont sortir. Et dans le dispositif qui sera le cœur de notre réacteur, le cœur de l'accompagnement des entreprises agroalimentaires, on est en train de réfléchir aujourd'hui à renouveler, en tout cas, une bonification pour les entreprises qui seront labellisées RSE. Voilà. Donc ça fait partie de la réflexion et des choses en cours. Donc, c'est en cours d'élaboration, ce n'est pas validé, hein, mais en tout cas, ça fait partie des choses. On l'a expérimenté depuis 2021 sur le dispositif Contrat Agroviti. Et voilà, et l'une des propositions, ça va dans ce sens-là. Donc, quand on disait tout à l'heure que finalement, quand on élargit le champ de sa réflexion stratégique, quand on l'ouvre aux nouveaux enjeux, aux enjeux environnementaux et sociaux, qu'on a une démarche porteuse de sens et de durabilité, quand je disais que ça pouvait générer de la préférence, ben là, typiquement, ça pourrait générer une bonification de la part des aides de la région. Donc, c'est vraiment une illustration très concrète, merci Emmanuel, de ce qu'on a pu exposer de façon un peu plus théorique tout à l'heure. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, suggestions? Non? Bon. Écoutez, je vous propose de clôturer ce webinaire. Le replay sera disponible sur le site du contrat de filière agroalimentaire. On vous enverra le lien. Et également la présentation si vous le souhaitez. Si vous avez des questions a posteriori que vous souhaitez nous poser sur la stratégie ou sur la RSE ou sur les deux,
Donc, vous pouvez me contacter pour les coopératives et puis vous pouvez contacter Anne et Christine Huppert de l'AREA si besoin.